Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Caroline Lemonnier. Après 14 ans en tant que responsable de l'administration des ventes d'une grosse boîte américaine Carrier, Caroline est devenue psychogénéalogiste. Caroline arrête ses études en 3e et part très jeune vivre en Allemagne, à Munich puis à Londres. Elle devient trilingue et travaille à son retour en France chez Carrier, une boîte américaine où elle fera toute sa carrière. D'abord en tant qu'agent de recouvrement, puis elle gravit les échelons progressivement jusqu'à devenir responsable de l'administration des ventes. Mais du jour au lendemain, après 14 ans dans cette boîte, Caroline se fait licencier et elle décide de voir ce choc comme une opportunité pour se réinventer professionnellement. Caroline est aujourd'hui psychogénéalogiste depuis 15 ans et est spécialisée dans l'analyse transgénérationnelle. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Caroline. Bonjour Caroline, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, merci à toi de me donner cette opportunité. Alors, je suis super contente parce qu'on n'a jamais eu encore de psychogénéalogiste. Ah, c'est un mot qui est pas facile à dire. Alors, est-ce que peut-être avant, tu peux te présenter, nous dire voilà qui tu es et puis ce que tu fais aujourd'hui rapidement avant qu'on revienne sur ton parcours. Alors, je suis Caroline Lemonnier, je suis psychogénéalogiste, on dit aussi analyste transgénérationnelle et psychopraticienne. J'habite dans le Tarn, entre Albi et Toulouse. J'ai presque 60 ans à la fin du mois. Félicitations. Franchement, on me disait mieux. Ouais. Et alors, donc tu t'es reconvertie à combien de temps? Je me suis reconvertie en 2011. Je me suis installée thérapeute en 2011. Oui, donc ça fait déjà un moment. Et alors, t'es passionnée par ton métier? Tu dois faire ça encore un moment? Oui, j'adore la psychogénéalogie. En fait, quand j'ai rencontré la psychogénéalogie, c'était en 2005. Et ça a été pour moi comme si je découvrais un trésor. Parce que la famille, c'est hyper intéressant. Tu peux regarder la famille par plein de facettes. Et moi, c'est ça qui me passionne. Tu peux regarder, par exemple, la place des femmes, la place des hommes. Tu peux regarder comment les femmes font des enfants. Tu peux regarder comment circule l'argent, comment ça se passe dans les fratries, comment ça se passe dans les couples. Donc, t'as toujours plein de fils à tirer. Ça, c'est hyper passionnant. Après, je te poserai plein de questions là-dessus parce qu'en plus, moi, j'adore ça. J'adore tout ce qui est psychologie aussi à titre personnel. Donc, j'ai plein de questions à te poser. Est-ce que je voulais te demander peut-être une petite question avant qu'on reparle de ton parcours, mais est-ce que tu trouves que c'est aussi intéressant de le faire pour soi que pour les autres? Parce que tu peux être passionné. Moi, par exemple, j'aime bien, tu vois, regarder tout ce qui est psychologie pour moi, ma famille. Mais après, c'est différent quand tu le fais pour quelqu'un d'autre. Alors, quand tu le fais pour quelqu'un d'autre, faut faire attention à ce que tu dis parce que tu as quand même une position d'expert, donc faut faire attention. Moi, j'aime bien parce que j'aime bien aider les autres ou accompagner les autres dans leur développement. Ça, je trouve c'est passionnant parce que toi, tu es toujours à la même place et tu vois des univers différents passer. Donc, des personnes qui sont différentes dans leur façon de voir, dans leur pensée, dans leur comportement. Et moi, c'est ça qui me passionne. Mais en même temps, ça me fait beaucoup avancer, moi. Parce que ça me permet d'avoir des interactions, ça me permet d'avoir des conversations profondes avec les gens, ce que tu as pas toujours au quotidien. Et moi, des fois, mes patients, ils me disent des choses et ça me fait beaucoup réfléchir. Donc c'est aussi ouais, voilà. Donc c'est intéressant. Mais c'est un métier à responsabilité, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu comme moi à titre personnel, c'est vrai que j'adore interviewer chaque semaine des nouvelles personnes sur leur reconversion parce que justement, on va dans des sujets aussi assez profonds. La reconversion, c'est quand même un gros bouleversement. Et c'est vrai qu'après, quand j'avais des discussions un petit peu de choses plus simples avec d'autres personnes, je me disais, bon, j'aimerais bien savoir vraiment en profondeur, tu vois, ce qu'elle est en train de vivre, un peu, c'est quoi ses motivations. Donc, je peux comprendre ce que tu dis, le côté aller en profondeur avec les gens, c'est super intéressant. Alors, donc toi, tu avais un métier beaucoup plus conventionnel avant de te reconvertir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu faisais avant? Alors, d'abord, moi, j'ai eu un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que j'ai quitté l'école, j'étais en 3e.
Eh oui. Ouais, parce que ça m'intéressait pas trop l'école, en vrai. Après, j'ai été secrétaire comptable. J'ai fait une école, de secrétariat. J'ai fait ça pendant 1 an et je me suis vite rendu compte que, oh là là, ça allait pas me plaire longtemps ça. C'était un peu trop, la routine. Donc je me suis dit: «Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me donner de la valeur?» Et c'était l'époque où on parlait pas mal de l'ACE entre, la France et l'Allemagne et je me suis dit: «Tiens, je vais aller apprendre l'allemand». Donc je suis partie à Munich, apprendre l'allemand. Bon, Munich, c'est pas la meilleure ville pour apprendre l'allemand parce qu'il y a beaucoup de Bavarois et donc dans mon allemand, il y a un peu de mots bavarois, mais c'est assez drôle, en fait, finalement. Et puis à l'époque, on voyageait quand même pas aussi facilement. Tu vois, tu déménageais pas dans un autre pays aussi facilement qu'on peut le faire maintenant. C'était quand même c'est un gros pas. Ouais, d'ailleurs, j'ai perdu mon passeport on m'a volé mon passeport à Munich et j'ai eu du mal à aller rentrer en France pour les vacances de Noël. Donc c'était une péripétie ça, mais Munich, c'est une très belle ville et après, après l'allemand, en fait, je me suis dit: «Ah ouais, mais l'allemand sans l'anglais, ça sert pas à grand chose, donc je vais aller en Angleterre apprendre l'anglais». Donc je suis partie à Londres et à Londres, j'ai travaillé une semaine dans un hôtel, londonien, un grand hôtel et pareil, je me suis vite rendu compte que là, ça allait pas être facile parce que, le cuisinier parlait français, mes supérieurs hiérarchiques parlaient allemand et les personnes avec qui je travaillais, c'était plutôt des femmes, maghrébines, elles parlaient plutôt français, donc je me suis dit: «Mais je vais jamais apprendre l'anglais ici», donc je suis pas restée et donc je suis allée, travailler dans un supermarché et c'est là que j'ai appris l'anglais et après je suis retournée en Allemagne, faire un apprentissage en agent de tourisme pendant 2 ans où j'allais à l'école et en même temps je travaillais dans une agence de voyage et quand je suis rentrée en France, je me suis rendu compte que, il y avait pas trop de débouchés en tant qu'agent de voyage. C'était dans les années, 92 par là. Je me suis dit: «Ah non mais je vais jamais trouver», moi j'habitais la Normandie avec mes parents. Donc après j'ai cherché du travail et j'ai trouvé chez Carrier un agent de recouvrement trilingue. C'est comme ça que je suis rentrée chez Carrier en connaissant pas grand chose du commerce international, donc j'ai un peu tout appris sur le terrain. Donc je ressortais les dossiers parce que, quand on est agent de recouvrement, on appelle, les clients en leur disant: «Bah, vous avez pas payé, j'attends votre règlement» et cetera. Donc c'est aussi un peu, délicat comme travail. Il faut y aller doucement parce que les commerciaux veulent pas trop qu'on y aille franco évidemment, parce qu'il faut que commercialement, il faut que ça continue. Oui, tu veux pas entacher la relation client. Est-ce que tu peux nous présenter Carrier comme entreprise? Parce que moi, c'est vrai que je connais pas cette entreprise. Carrier, c'est une multinationale américaine, du groupe UTC, United Technology Corporation et ils vendent des groupes frigorifiques pour refroidir, les caisses des camions, pour faire tous les transports frigorifiques et ils sont établis dans le monde entier. Donc ça, c'est super intéressant parce on avait des clients aussi bien au Koweït qu'aux États-Unis, en Angleterre, vraiment partout en Europe, dans le monde, en Afrique, c'était vraiment très intéressant. Pourquoi t'es rentrée en France alors, toi? Je suis rentrée en France parce que parce que la France me manquait un peu, je dois dire et aussi, les Allemands, ils sont hyper carrés comme ça et moi, ça manquait un peu de fantaisie pour moi l'Allemagne. J'aime beaucoup, Munich, vraiment c'est une ville que j'adore, mais ça manquait un peu de fantaisie et donc je suis rentrée en France et je me suis dit: «Bon, bah, je vais me débrouiller avec ce que j'ai» et et donc je suis rentrée chez Carrier et petit à petit, j'ai monté les échelons donc c'était bien, j'étais contente. Ouais, après t'avais déjà un esprit un peu aventureux, hein, quand même de faire, autant de choses, à ton âge. Donc après t'as fait 14 ans chez Carrier, tu m'as dit, donc c'est quand même long. Ça te plaisait? Comment tu le vivais à ce moment-là un petit peu? Tu montais les échelons, t'étais contente? Oui, ça me plaisait. Alors quand je suis arrivée, la personne que je remplaçais est partie au bout d'une semaine, donc ça veut dire que ma formation a été faite un peu toute seule. On était 2 à rentrer au agent de recouvrement et après, on apprend tout tu sais, tout ce qu'il y a dans l'entreprise, les procédures, les choses comme ça, les gros clients, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, on a des présentations aussi, parce qu'on a des objectifs. Donc ça, j'ai fait ça pendant 4 ans et après, j'ai été mutée. Donc moi, j'étais à côté de Rouen à ce moment-là et après j'ai été mutée en région parisienne où là, je suis passée, à l'administration des ventes, mais je connaissais rien du tout. Donc l'administration des ventes, tu, commences par enregistrer les commandes, tu
Tu suis les commandes de l'expédition à la facturation, à l'expédition à la facturation. Donc c'est toute la supply chain en fait. Tu traites aussi les litiges, les avoirs, les paiements. Donc ça c'est intéressant parce que tu fais tout, mais ça fait beaucoup de travail. Mais c'était intéressant. C'est assez généraliste quand même. Oui, et moi j'avais la filiale allemande, je m'occupais de la filiale allemande, donc c'était beaucoup de travail parce que c'était un gros client. On avait aussi des gros clients en Allemagne, donc il fallait bien s'en occuper. Mais moi j'aimais bien le contexte international. On parlait anglais, on parlait allemand. Il y avait une Mexicaine qui était avec nous, il y avait une Espagnole. Enfin, il y avait plein de gens différents. C'était hyper riche. Mais par contre, c'était beaucoup de travail parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Comment c'est venu un petit peu le déclic? C'est quand toi, tu as fait ta propre analyse transgénérationnelle pour toi? Alors déjà quand j'ai rencontré la psychogénéalogie, c'était en 2005, donc j'étais encore chez Carrier et j'ai trouvé ça passionnant. Donc j'ai voulu commencer des études de psychologie, mais à distance. Et je me suis vite rendu compte qu'à distance, ça allait pas le faire. Il fallait vraiment en présentiel. Donc j'ai commencé à lire beaucoup sur la psychogénéalogie. Tu conseilles quel livre peut-être si on veut se lancer Alors il y en a plusieurs. Il y a bien sûr Aïe mes aïeux de Anne Ancelin. Ça c'est un livre un peu incontournable que moi j'aime bien. Il y a un livre de Serge Tisseron qui s'appelle Les secrets de famille. Ça, je trouve ça aussi très intéressant. Il y a Alexandre Jodorowsky qui a écrit un livre qui s'appelle La famille, un cadeau, un piège, avec Marianne Costa. Ça, c'est un peu plus complexe, mais c'est aussi très intéressant parce qu'il parle des lames du tarot, etc. Maintenant, il y a vraiment beaucoup de livres sur la psychogénéalogie. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, moi, pour finir avec Carrier, j'ai une promotion. Je suis devenue responsable d'administration des ventes. Et ça, c'était pareil, un gros challenge parce que j'avais jamais managé. En plus, il fallait que je manage les personnes qui étaient mes collègues avant. Donc ça, des fois, c'est un peu difficile même pour elles, hein, et même pour Oui, moi. parce qu'elles se disent pourquoi elle a eu la promotion, pas moi. Voilà, c'est ça. Et puis un jour, en sortant du travail, j'avais fait une très, très grosse journée. Je crois que j'avais fait 7 heures ou 7h30, 10 heures. Et j'ai pas vu un motard arriver. Donc j'ai failli le renverser. Et là, je me suis dit: «Ah non, mais là, c'est pas possible. Je peux pas mettre et la vie de quelqu'un en danger et ma vie en danger. Donc il va falloir que je change des choses». Ça a été un des premiers déclics. Donc j'ai commencé à réfléchir. Je savais pas encore que je voulais être psychogénéalogiste, mais en fait, je trouvais qu'il y avait pas d'humanité dans mon travail. Et puis je me suis aussi rendu compte que moi, ce qui m'intéressait chez mes collègues, c'était plus leur bien-être que leurs objectifs, si elles avaient atteint leurs objectifs ou pas. Et je me suis dit: «Ah, c'est quand même bizarre parce que c'est pas ce qu'on me demande». Oui, t'étais un peu quelqu'un à qui on a tendance à se confier. Oui, alors il y avait une collègue qui m'avait dit un jour, parce que je m'étais un peu ouverte à elle et je lui avais dit: «Bah, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire et tout». Et elle m'a dit: «Mais en tout cas, moi, je sais une chose, c'est que quand on sort de ton bureau, on est toujours mieux que quand on y est rentré». Et ça m'avait bien parlé. Je m'étais dit: «Bah, je dois avoir». J'avais pas pensé à l'écoute et à tout ça, mais voilà. Et c'était déjà là. Et puis aussi j'avais une mauvaise qualité de vie parce que je travaillais beaucoup. J'étais en région parisienne, c'était pas vraiment une région que j'avais choisie. Donc j'avais plein de choses qui me disaient qu'il fallait que ça change, quoi. Et la grande chance que j'ai eue, ce que j'ai vu maintenant, c'est que j'ai été licenciée par Carrier, donc c'est plutôt un mal pour un bien. Donc ça m'a permis, bon, sur le coup, c'est toujours difficile à vivre un licenciement, hein, bien sûr, mais en même temps, peut-être que s'il m'avait pas licenciée, j'aurais pas fait ce métier-là, je serais peut-être restée. Et là, bah, j'étais obligée de faire autre chose, de trouver d'autres choses, quoi. Oui, oui, c'est justement, bon, on avait notre soirée Oser la reconversion la semaine dernière et je disais justement qu'il faut prendre des changements de vie comme des opportunités en fait enfin, quand il y a des gros événements comme ça, tu vois, un licenciement, ou ça peut même être un déménagement parce que tu suis ton conjoint ou une séparation. C'est des moments en fait où du coup tu peux te dire attends finalement est-ce que j'aime cette vie? Qu'est-ce que je peux faire? Enfin, il faut prendre un peu les changements pour une opportunité, pour te poser la question de ce que toi tu veux. Oui, exactement. C'est exactement ce que j'ai fait, hein, oui. Mais c'est intéressant, hein, parce que c'est dur, hein, de se faire licencier. Ouais, c'est pas inné parce que tu peux te dire: «Mince», en plus tu avais quand même 45 ans à ce moment-là donc
À peu près, ouais. Puis j'avais beaucoup travaillé chez Carrier. Moi, j'aimais bien cette entreprise. Je m'étais beaucoup investie parce qu'ils m'avaient donné la chance, en fait, d'avoir un métier qui m'intéresse où j'avais j'avais évolué. Donc, je m'étais beaucoup investie. Je connaissais tous mes collègues, etc. Je connaissais très bien les rouages de l'entreprise. Donc, c'est un peu dur à avaler quand même. Oui, tu quittais presque une famille un peu. Ouais, j'aimais bien le commerce international. J'aimais bien cette ambiance-là, quoi. Et donc à ce moment-là, donc voilà, t'es quand même déjà assez fatiguée. Tu te dis que ça va pas ton équilibre vie pro vie perso. En même temps, tu te fais licencier. Donc là, un peu dur. Comment tu te dis ce que tu vas faire, tu vois, un peu quelles sont les premières étapes? Alors, une des premières choses qui m'est arrivée, c'est que j'habitais en région parisienne et j'ai vu à l'université d'Aix-en-Provence, ils proposaient un DESU de coaching et conduite de changement. Et donc j'ai postulé et il y avait 140 places. Non, il y avait 140 candidats et ils prenaient 17 personnes. Donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais candidater» et en fait, j'ai été prise. Donc j'étais contente parce qu'après l'échec de Carrier, parce que je prenais ça quand même pour un échec, après l'échec de Carrier, et ben, j'ai postulé, j'ai eu un entretien et j'ai été prise parmi les 17, donc j'étais contente. Donc j'ai fait un DU de coaching et de conduite de changement, ce qui était intéressant parce que, je sortais du monde de l'entreprise. Le coaching, c'est quand même accompagner les gens, mais c'est quand même en lien avec le monde de l'entreprise. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. Ça m'a permis, de commencer à connaître un peu les rouages de l'accompagnement et Et là, tu fais ça un peu comme ça, plus par passion que par. T'es un petit peu perdu, tu t'es dit ça m'intéresse, je fais ça, ou t'avais déjà un peu un projet de carrière? je me suis dit: «En fait, je connais bien le monde dans l'entreprise, ça peut m'aider et ça peut m'aider d'avoir un diplôme, un peu différent». Moi, j'avais pas beaucoup de diplômes, donc avoir un DU de coaching, c'était un bac+5 quand même. Et je me souviens à la NPE, ils m'avaient dit: «Mais jamais ils vont vous prendre» et cetera. Bah, j'ai dit: «Écoutez, moi j'ai postulé, on verra» et en fait, ils m'ont prise quand même, donc j'étais contente et j'ai bien réussi. Bon, Une revanche un peu peut-être de dire moi aussi j'ai mon diplôme après toutes ces années. bah, oui, c'est bon et puis c'était intéressant comme formation parce que c'était fait par un psychologue aussi, donc je commençais à aller vers là où je devais aller en fait, sans le savoir et en plus, j'avais envie de partir dans le Midi parce que, ma mère est méditerranéenne, donc j'avais envie, moi j'ai vécu toute mon enfance en Normandie, j'avais un besoin de chaleur. J'habite dans le sud maintenant. Et donc c'était un beau clin d'œil et donc voilà, je suis partie, à Aix et quand j'ai terminé ma formation, je me suis rendu compte que le coaching, c'est pas pour moi, que je voulais aller vers la thérapie et je voulais aller vers la thérapie, mais je voulais que ça soit, quelque chose de je voulais que ce avoir une formation solide, c'est-à-dire, des bons bagages. Donc j'ai cherché une école de psychothérapeute, de praticienne. Et j'ai trouvé une école qui formait en 4 ans. On allait un week-end par mois pendant 4 ans et 10 jours chaque été pour se former, à la psychothérapie. Donc j'ai fait ça. Bon, moi, ça m'a beaucoup changé aussi parce que ce que j'aimais bien dans cette école, c'est qu'on travaillait à la fois sur nous en tant que, patients, cobayes, si on peut dire, hein, patients plutôt et en même temps en tant que thérapeute. Une fois on était le patient, une fois on était le thérapeute. Donc à chaque fois à chaque fois on débriefait. Donc c'était intéressant parce que c'était très pratique et moi j'aime bien que ça soit pratique, parce que je trouve que c'est intéressant, ça te donne, de l'expérience, tu sais, ce que ça fait sur toi, donc tu peux savoir un peu qu'est-ce que ça va faire sur les autres. C'était une école qui avait pignon sur rue, donc moi je trouvais ça bien et faire ça en 4 ans, ça me permettait aussi de commencer à réfléchir à ce que j'allais faire et acquérir, des bases solides. En même temps, j'ai fait un DUG à l'université d'Aix-en-Provence, un DUG de psychologie, parce que je voulais aussi avoir des bases, mais la psychologie, à la fac, pour moi, c'était un peu trop intellectuel. Il y avait pas assez de gestion des émotions, de choses comme ça, d'exercices pratiques. C'était quoi l'école que tu as fait? Enfin, c'était quelle école que tu as faite? L'EFAPO, l'École française d'analyse psycho-organique. OK. Tu as repris tes études pendant combien de temps alors, en tout et pour tout? Bah, j'ai fait ça 4 ans, j'ai fait, un DUG de 2 ans, donc c'était à peu près en même temps, donc je dirais que mes études, elles ont duré 5 ans en tout. Ah ouais, et comment tu as financé grâce à tes indemnités de licenciement? Oui, entre autres, puis je les avais oui, oui, entre autres et puis j'avais un peu d'argent de côté,
Donc et puis je touchais le chômage vu que j'avais été licenciée. Donc Ouais, mais bon, le chômage, c'est 2 ans, donc et le chômage, c'est 2 ans. Alors après, quand je suis arrivée dans le Tarn, j'ai travaillé un peu dans une usine de pommes pour, arrondir mes fins de mois. C'était un travail un peu alimentaire, mais ça me mettait en sécurité. Et comme je voulais continuer ma reconversion, bon, bah, c'était bien. Et parce que des fois, on a des passages qui sont un peu compliqués comme ça dans la reconversion, donc il faut y aller doucement. Enfin, moi, je pense que ça prend du temps la reconversion, ça prend au moins 4-5 ans, donc c'est pas facile de changer d'identité complète quand même, d'identité sociale, donc et c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a aussi une part de mettre son ego de côté et recommencer un peu à zéro. Parce que moi, c'est pareil, quand j'ai tout plaqué, j'étais avocate, j'avais un bel appart à Paris. Bah, du coup, j'ai déménagé à Londres, je me suis retrouvée en coloc à Londres. J'étais vendeuse dans un magasin de vêtements. Faut arriver à se dire, bah, je mets ça de côté et puis au final, ça sera pour mieux. Mais tu as un passage où c'est moins bien forcément. Et socialement, c'est pas forcément évident en fait. Mais je pense qu'il y a un côté un petit peu mettre son ego de côté et justement, il y a pas il y a plein de ressources de financement. Tu peux, faire Airbnb un peu ton appart, quand tu pars le week-end, les vacances, travailler un petit peu, alimentairement si tu peux, tu as des ressources. oui et puis moi, je trouve que c'est important parce que ça fait partie aussi, du changement. Il faut toujours quand même gagner sa vie, donc il faut pas perdre ça de l'esprit, perdre ça garder ça à l'esprit et être un peu, comment dire? Il faut faire un peu attention parce que la peur est mauvaise conseillère. Donc si après tu te retrouves sans rien, c'est compliqué aussi. Donc il y a des passages pour moi, la reconversion, ça fait un peu comme un entonnoir. Au début, tu es en haut de l'entonnoir et puis au fur et à mesure, tu descends et puis hop, tu passes. Pour moi, ça me fait un peu penser à ça parce qu'au début, tu es un peu perdu, tu sais pas trop ce que tu vas faire. Il y a des gens qui t'expliquent un peu, «Ah ouais, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça», mais toi, il faut que tu trouves ton chemin et voilà, c'est ça qui est compliqué, en fait. Mais en fait, souvent, quand tu regardes, moi, je regarde en c'est intéressant parce qu'en préparant ce podcast, j'ai un peu réfléchi à mon évolution et je trouve que la vie est souvent bien faite. Souvent, tu fais des bonnes rencontres, tu rencontres des bonnes personnes qui t'expliquent des choses et puis après coup, tu dis: «Ah bah oui, je suis passé là, j'ai fait ci, j'ai fait ça» et c'est pas mal. Mmh. En fait, c'est un état d'esprit parce que moi aussi, je me dis toujours que la vie est bien faite. Donc, quand j'ai des difficultés, je me dis: «OK, qu'est-ce que je peux tirer de cette difficulté? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre et ou enfin, quelle est la redirection un peu avec cette difficulté?» Mais c'est un état d'esprit, en fait, de se dire tout le temps, «Bon, bah, si la vie est bien faite, si même si ça m'arrive, c'est pas comme je le voulais, c'est pas grave, ça va quand même m'apporter du mieux» et avoir toujours l'esprit ouvert de te dire, «Les personnes, que je rencontre, c'est les bonnes» parce que, enfin, ce que je veux dire, c'est que tout le monde ne réfléchit pas comme ça, donc tout le monde ne saisit pas ses opportunités aussi, je pense. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. D'accord, c'est vrai que des fois c'est compliqué, hein, aussi. Ouais. Est-ce que toi parce qu'on a toujours un petit peu le côté, les psys finalement, c'est ceux qui ont les plus gros problèmes perso un petit peu, tu vois? Est-ce que toi, c'était un petit peu ça? Parce qu'en plus tu dis que tu es partie assez jeune, donc est-ce que tu voulais un petit peu t'éloigner de ta famille, et tu as voulu comprendre un peu ta famille et c'est pour ça que finalement tu t'es, mis dans l'analyse, transgénérationnelle? Alors, ouais, je voulais un peu, partir à l'étranger parce que je me disais en Normandie, il y a pas beaucoup de débouchés, donc je voulais un peu, voir comment je pouvais me débrouiller à l'étranger toute seule. Un peu de liberté quoi? Oui et puis, me un peu un challenge. Bon, parce que j'avais 21 ans quand je suis partie. Je suis pas partie très, très tôt, mais quand même, dans un pays où tu parles pas la langue et puis oui, moi je suis issue d'une grande fratrie, donc j'avais pas mal de questions par rapport à ma famille et surtout, hem, moi je suis née, prématurée, donc fin décembre et mes parents ne voulaient pas me baptiser à l'église. Ils avaient peur que j'attrape froid, donc ils m'ont baptisée, chez eux et en fait, quand le prêtre est venu pour me baptiser, il était un peu gêné et ma mère, elle lui dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» et il lui dit: «Bah, en fait, je me suis trompée d'huile». Ah! Elle lui dit: «Mais vous avez pris quoi comme huile?» Il dit: «J'ai pris les huiles de l'extrême onction». Donc c'est les huiles, pour le dernier sacrement, en fait, Ouais, la fin de vie, ouais. la fin de vie et je me suis toujours posé comme question: «Mais comment ça se fait que moi, je viens juste d'arriver, on veut déjà m'envoyer de l'autre côté?»
Et donc ça a été une grande question. Et donc quand j'ai commencé la psychogénéalogie, ça a ouvert des portes. J'ai voulu comprendre en fait pourquoi. Après, c'est dingue qu'il te l'ait raconté parce que c'est des histoires que tu peux ne pas être au courant de ce qui t'est arrivé bébé comme ça. Ouais, c'est ma mère qui me l'a raconté. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré la psychogénéalogie, elle était déjà plus là, donc j'ai pas pu lui poser plus de questions que ça, mais j'aurais bien voulu. Parce que ta mère, elle était déjà assez ouverte sur ça parce que ça veut dire qu'elle te racontait déjà. Bah, elle m'a raconté ça. Elle m'a dit qu'à mon baptême, ça s'était passé comme ça. Mais elle me parlait pas vraiment de psychogénéalogie, mais elle parlait quand même. On essayait de parler un petit peu, oui. Peut-être, est-ce que tu peux, alors, parce que moi, c'est vrai que j'adore tout ce qui est psychologie, donc du coup, je suis aussi au courant de ce que c'est, mais est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la psychogénéalogie et l'analyse analyse transgénérationnelle pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est? Alors, la psychogénéalogie, alors on a tous une famille, on est tous héritiers de notre famille, héritiers de plein de façons. C'est-à-dire que en fait, tous les traumas de nos ancêtres qui ne sont pas réglés ou qui sont mal digérés se transmettent de génération en génération. C'est un peu le syndrome de la patate chaude. Donc la psychogénéalogie, ça sert déjà à collecter les infos. C'est pour ça qu'il y a généalogie dedans. Ça sert à collecter les infos, c'est-à-dire les dates, les prénoms, les événements familiaux, euh, les liens dans la famille. On essaye de collecter pas mal d'informations. Et après, on fait ce qu'on appelle de l'analyse transgénérationnelle. C'est-à-dire que si par exemple un homme meurt à la guerre, on va savoir par la psychogénéalogie, ben voilà, qu'il avait tel âge quand il est mort, qu'il avait 3 enfants, qu'il était marié, qu'il vivait dans le Nord. Mais après, on va analyser, c'est-à-dire, OK, cet homme, il meurt à 40 ans. Qu'est-ce qui se passe pour sa femme? Qu'est-ce qui se passe pour ses enfants? Est-ce que sa femme, elle se marie avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est elle qui élève ses enfants? Comment les enfants ont vécu la mort prématurée de leur père? Et on enquête pour essayer de voir qu'est-ce que ce trauma de la mort d'un homme jeune, qu'est-ce que ce trauma va avoir comme impact? Et moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment dans la psychogénéalogie, c'est qu'on enquête pour essayer de faire des liens parce on fait tous partie d'un système et ce système nous influence et influence nos choix parce que comme on fait partie de ce système, ben on est un peu obligé de de réagir et de faire en fonction de ce système. Oui, et puis, enfin, pour les auditeurs qui seraient peut-être un peu plus scientifiques, on sait que les gros traumas modifient ton ADN. Et donc, ça se transmet via l'ADN. Oui, ça se transmet via l'ADN et ça se transmet aussi par le fait que l'enfant, il reste dans le ventre de sa mère 9 mois. Donc, c'est sûr qu'il est impacté par les émotions. Le spermatozoïde du père aussi, il y a de l'émotionnel dedans. Donc, et puis, ce que je dis souvent, moi, un homme qui perd son père à 4 ans sera pas le même homme que s'il perd son père à 40 ans. Ça, c'est juste parce que il aura un manque de père s'il perd son père à 4 ans. Donc c'est juste essayer de regarder dans la famille qu'est-ce qui s'est mal passé quand quand par exemple des parents perdent un enfant. Et ben c'est difficile pour eux quand les femmes quand elles font une fausse couche, c'est difficile pour elles aussi quand elles font un avortement. C'est difficile et c'est juste prendre en compte ces émotions-là et dire bon ok qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour cet enfant qui a pas vécu? C'est juste prendre en compte les émotions quand il y a un jeune homme, une fois il y a une femme, elle m'a dit: «Mon fils il s'est tué dans un accident de voiture, il avait 26 ans. À chaque fois que j'en parle maintenant, mais ses frères et sœurs, je pleure et ça les dérange, enfin ça les ennuie, donc ils veulent plus me parler de mon fils, mais c'est comme si on m'enterrait une deuxième fois». Donc en fait, on est obligé de prendre en compte les deuils non faits dans les familles et c'est pas pareil, par exemple, si tu arrives, 3e fille, une fratrie ou si tu arrives le premier garçon alors que tout le monde veut un garçon. Donc c'est tout ça qui est pris en compte, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui m'intéresse. Et qu'est-ce que tu proposes comme solution une fois qu'on est un peu au courant de tout, tu vois, qu'on essaye de justement faire ce chemin, de comprendre les liens, les histoires qui se répètent, les non-dits. Qu'est-ce qu'on fait après pour solutionner? Bah, alors et déjà, il y a la première chose, c'est de prendre conscience. C'est-à-dire que si par exemple, tu as entendu ta mère, toute ton enfance se dire: «Ouais, ta grand-mère, elle est pas sympa» et cetera.
Donc toi, tu te fais cette image-là de ta grand-mère, mais si tu apprends que ta grand-mère, elle a perdu, sa mère quand elle avait, 4-5 ans, tu te dis: «Ah bah oui, effectivement, elle sait pas ce que c'est d'être maman, donc peut-être qu'avec ma mère, elle ne sait pas comment faire». Donc déjà, ça change ton point de vue, ça c'est une première chose. D'avoir le tableau complet finalement. Voilà, et de savoir d'où ça vient. Ça change pas le passé, mais ça peut changer le regard que tu en as. Et ça, c'est la première chose, et moi, j'aime bien faire des rituels. Donc ça peut être, pas mal de choses, hein. Ça peut être, planter un arbre, parce que moi, je trouve que c'est bien de planter un arbre pour les gens qui sont partis trop vite. Ça peut être, écrire une lettre, ça peut être, mettre une bougie, sur une fenêtre pour penser à la personne qui est partie. Une fois, il y avait quelqu'un qui me disait, moi, ma mère, elle me disait tout le temps: «Chut, chut, fais pas de bruit». Je lui dis: «Ben, vous prenez une clarinette et puis vous allez jouer de la clarinette, sur sa tombe». Et en fait, il a pris sa voiture, il est allé klaxonner en ville. Mais moi, je trouve ça super de faire des rituels, et c'est Alexandre Jodorowsky qui, lui, a mis en place beaucoup de rituels. Alors lui, il disait, par exemple, quand il voulait parler à des gens, que les gens voulaient pas l'écouter, et ben, il faisait il écrivait une lettre, il brûlait la lettre, il faisait un gâteau avec les cendres, et il invitait les gens à manger le gâteau. En fait, passer par l'action. Oui, passer par l'action et dire, quelque chose de concret, et dire: «OK, là, je vois bien que dans mon arbre, c'est difficile. Il y a, des gens qui sont morts jeunes, et quand on en parle, tout le monde a de la tristesse, et OK, ça, c'est OK de reconnaître qu'à cet endroit-là, c'est un endroit difficile de la famille. Il s'est passé des choses, c'est une période difficile pour notre famille. Mais voilà, maintenant, je peux honorer ses ancêtres, honorer leur tristesse, parce qu'avant, les grands-parents, ils mettaient tout sous le tapis et ils avançaient coûte que coûte. Et c'est juste reconnaître qu'ils ont souffert et reconnaître que ça a été difficile, et après, toi, tu peux te libérer en tant que descendante. Ce que je remarque aussi beaucoup dans ma pratique, c'est que les gens qui viennent me voir, ils sont confrontés à un problème, et pour le régler, ils sont obligés d'aller voir le problème de leurs ancêtres. Et c'est comme si les ancêtres leur disaient: «Coucou, là, tu dois aller régler quelque chose». Et s'ils le règlent pas, bah, ils restent confrontés à leurs propres problèmes. Donc quelque part, ils sont intriqués, on dit. Intriqués, c'est un peu ça. Intriqués les uns avec les autres. Oui, oui, et puis si tu le règles pas, tu vas le transmettre aussi à tes Oui, enfants. c'est ça. Et alors, donc on disait, toi, t'as eu besoin justement excuse-moi. Et toi, t'as eu besoin de l'analyse transgénérationnelle pour expliquer ta propre. Ah oui, toi, tu racontais justement que t'avais reçu l'extrême onction au lieu du baptême. T'as compris finalement ce qui s'était passé pour toi? Oui, alors je l'ai pas reçu finalement, parce que le prêtre, il a pris sa 2 chevaux, il est allé chercher des bonnes huiles. Oui, mais moi j'ai eu un frère, Éric, qui est mort-né quelques années avant moi, et je pense que c'était en lien avec ça. Parce que, c'était à la même époque de l'année, et je pense que ma mère, elle a pensé que peut-être comme j'étais prématurée comme mon frère, j'aurais pu aussi, mourir. Ah ouais. Et toi, t'as eu cette peur comme ça de la mort Non, non, non. Alors, moi, après, ce que j'ai fait avec, un de mes frères, c'est que j'ai planté un arbre, c'est un cerisier, et souvent je lui dis: «Alors Eric, il va comment?» Il me dit: «Ah très bien, il a des nouvelles feuilles, tout va bien». Ça nous fait plaisir. Et oui, donc tu as fait un peu ce travail pour toi avant de te lancer? Oui, mais de toute façon, j'ai été aussi à l'école de psychologie clinique d'Aix-en-Provence, pour faire de la psychogénéalogie. Puis j'ai fait plusieurs stages de psychogénéalogie, parce que je voulais avoir, toujours pareil, je voulais avoir une formation qui tienne la route. Donc je voulais vraiment avoir fait une école de psychothérapie pour être, psychopraticienne, et après j'avais eu le coaching aussi, donc j'ai quelques outils de coaching, et en plus la psychogénéalogie. Et avec ça, je me sentais, prête. Parce qu'en fait aussi dans la reconversion, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toujours un problème de légitimité. Quand tu changes de métier comme ça, au début, tu te sens pas trop légitime, en fait. Moi, ce qui m'a vraiment légitimée, c'est mes patients et ce qu'ils ont dit sur moi, et le fait qu'ils me fassent confiance. Ça, c'est ça, parce que, je pense que c'est ça le plus dur, c'est la légitimité, voilà, trouver sa propre place et être au clair avec ça, et aussi changer d'identité sociale. Parce qu'au début, moi, pendant 2 ans, je disais: «J'étais auto-entrepreneur», avant de dire que j'étais psychogénéalogiste, parce que j'osais pas, j'avais peur qu'on me pose des questions, et cetera, et donc ça a pris du temps, et je pense que ça, l'identité sociale, c'est quelque chose qu'on voit pas, mais qui est très important, en fait, de changer d'identité. Mmh. Surtout en France, parce que en France, la première question, bah, d'abord, comment tu t'appelles et quel métier tu fais? Tout le temps, partout, peu importe où tu vas. On te définit par ton travail, donc c'est très dur. Moi, c'est vrai que je dis toujours que je suis entrepreneur dans la communication parce que sinon, c'est trop compliqué d'expliquer ce que je fais.
Et c'est vrai que c'est tout le temps la question qu'on te pose. J'avais eu des invités comme ça qui me disaient qu'ils s'inventaient d'autres métiers en fait, parce que ça allait plus vite de donner un autre métier que ce que tu faisais, d'expliquer ce qu'ils faisaient. Oui. Bon, moi, j'ai eu de la chance aussi parce que la psychogénéalogie, en ce moment, c'est très à la mode. Donc, j'étais très sollicitée. Je suis arrivée juste au bon moment, en fait. Et, et après, j'ai eu des petits coups de pouce parce que quand je me suis installée, j'ai donc j'ai demandé à une web designer de créer mon site. C'est pareil, c'était une rencontre et elle m'a dit, bah, si tu veux, je te crée ton site. Et donc, elle m'a créé mon site. Elle m'a demandé de faire un communiqué de presse que j'ai envoyé à Biocontact à Gaillac. Et Biocontact, c'est un journal qui est distribué dans tous les magasins bio. Et ils m'ont dit, vous voulez pas faire un article sur la psychogénéalogie? Alors que j'étais même pas installée. Enfin, j'étais à peine installée. C'était en début 2012. Et donc, j'ai fait un article qui est paru un an après. Et donc, ça m'a lancé parce que les gens m'ont appelé, etc. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Marine Billet qui fait un film qui s'appelle Ces liens invisibles que je te recommande si jamais tu veux le voir. C'est 3 personnes qui partent à la rencontre de leur famille parce qu'ils ont des problématiques personnelles à régler. Et avec ce film, elle le distribue elle-même dans toutes les salles de cinéma de France. Et donc, elle demandait à des thérapeutes psychogénéalogistes d'animer un ciné-débat. Et donc moi sur Toulouse et sur le Tarn, je le fais très souvent. Je viens de le faire là à Gaillac, je l'ai fait il y a 2 semaines, il y avait 165 personnes et j'aime bien parce que ça me permet de faire connaître la psychogénéalogie qui est un peu dada quoi. Ce que j'ai vraiment envie de faire, parce qu'on a tous une famille, donc on peut tous s'interroger sur sa famille. Même sans aller voir un thérapeute, moi dans les ciné-débats, je leur pose des questions, je leur dis: «Réfléchissez, quelle est votre place dans votre fratrie? Comment ça se passe avec vos parents? Comment ça se passe avec vos grands-parents? C'est quoi les valeurs fondamentales de votre famille?» Et pour que les gens puissent juste s'interroger sur leur berceau, en fait. Ouais, justement, c'est ça que je voulais te demander. Si on veut commencer un petit peu à faire son arbre, par quoi on commence, quelles questions on se pose? En plus, c'est bientôt la période de Noël, donc c'est le moment de d'ouvrir les sujets, les sujets de famille. Alors moi, une question que je pose souvent, c'est, comment vos parents se sont rencontrés? Parce que tout le monde ne sait pas comment ses parents se sont rencontrés. On est quand même, c'est quand même l'origine de notre venue sur terre. Après, comment s'est passée votre naissance? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous étiez un enfant attendu? Alors il y a pas vraiment d'enfants qui sont, pas désirés parce qu'il y a toujours un désir inconscient, des parents de concevoir un enfant, même si le désir n'est pas conscient. Il y a aussi le désir de l'enfant de s'incarner, mais voilà. Et après, moi, je leur demande: «C'est quoi les gros traumas de votre famille? Qu'est-ce qui a été difficile dans votre famille par rapport à la branche paternelle, par rapport à la branche maternelle?» Et après, je demande les dates, les prénoms, pour regarder qui est en lien avec qui. Et ça permet déjà d'avoir une ossature, de voir qu'est-ce qui s'est passé dans la famille parce que, selon les familles, il y a des problématiques différentes. Par exemple, il va y avoir dans une famille, ça va être le lien parent-enfant qui va être complexe. Dans une autre famille, ça va être les maternités. Il va y avoir des femmes qui vont pas réussir à faire des enfants. Il va y avoir beaucoup de morts d'enfants, de fausses couches. Dans d'autres familles, il va y avoir, des conflits au niveau de la succession. Dans d'autres familles, il va y avoir des pères absents, ou il peut y avoir des conflits, fraternels, entre les frères et sœurs. Par exemple, dans les fratries, ça peut être compliqué. Voilà. Et en fonction des dates, donc comment tu fais? Tu essaies de retrouver, d'autres personnes qui sont nées ou morts en même temps que tes dates, c'est ça? Ouais, on peut être en lien de différentes façons avec ses ancêtres. On est en lien par les prénoms, si tu portes le prénom de ta grand-mère ou de ta marraine qui fait partie de ta famille. Il y a des prénoms qui se répètent, l'aîné, on l'appelle toujours Paul, par exemple. Donc on est en lien, par le prénom, on est en lien par la place. Parce que toi, tu es à quelle place, par exemple, dans ta famille? Moi, je suis la dernière. Je suis la troisième. On est 3. Donc tu es en lien avec tous les troisièmes dans ta famille. Souvent, l'aîné, il est attendu, espéré par la branche paternelle, le second, il est attendu, espéré par la branche maternelle et le troisième, il est libre de toute influence, c'est-à-dire pas attendu ni par une branche ni par l'autre. Donc c'est un peu l'enfant du changement. C'est celui qui amène, des idées nouvelles dans la famille. C'est-à-dire, quelqu'un qui, dans une famille de littéraires, bah, il sera plutôt matheux, dans une famille de sédentaires, il sera plutôt globe-trotteur.
Oui, oui, un peu comme moi, finalement, dans ma famille, c'était une famille plutôt salariée, tu vois, assez stable, et moi, je suis entrepreneur. Voilà, c'est ça. Et après, le quatrième, il reprend, il est attendu, espéré par la branche paternelle. Le cinquième, il est attendu, espéré par la branche paternelle. Et le sixième, il est libre de tout. Et pourquoi alors le premier est plutôt attendu par la branche paternelle? Parce que souvent, il y a une histoire de la transmission du nom. On aime bien avoir un garçon qui transmet le nom. Donc, c'est souvent ça. Et bon, après, évidemment, ces places-là, elles sont aussi en lien. Il faut voir aussi s'il y a des fausses couches, des avortements, parce que ça, chez nos grands-mères, c'est toujours difficile à savoir. Donc après, on fait toujours avec les infos qu'on a, mais on n'a pas toutes les informations, évidemment. Oui, tu veux dire qu'il y a des éléments manquants un peu sur ton arbre. Ouais. Mais après, si tu veux les grosses choses, moi, j'essaye toujours d'avoir 3 éléments, parce que je veux essayer d'être factuelle. C'est-à-dire 3 éléments, c'est hem, ça va être un prénom qui revient, ça peut être, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être une date de naissance et ça peut être un âge. Par exemple, une fois, j'ai une femme, elle m'a dit: «Mais je me suis mariée avec un homme, vraiment je me demande des fois un peu pourquoi». Et quand on a regardé, elle avait épousé cet homme, le même jour que le jour où son grand-père maternel avait eu un accident de vélo. Elle l'avait épousé à 25 ans, c'est l'âge qu'avait sa mère quand elle a perdu son père, et il avait le même prénom que son grand-père. Donc une un fait, ça peut être une coïncidence, ça peut être une chance ou une malchance. Un deuxième fait, pour moi, c'est une coïncidence. Un troisième fait, c'est une cohérence. Ça veut dire qu'il y a 3 faits dans l'arbre qui me montrent que oui, là, il y a quelque chose. Par rapport au grand-père, du coup, ce serait. Par rapport au grand-père maternel, ouais. En fait, elle a dit, quand elle épouse cet homme, elle dit à sa mère: «Tiens maman, tu as perdu ton papa, et ben je te ramène un homme, il a le même prénom que ton père, et je l'épouse le jour de l'accident de ton père, et j'espère qu'il pourra remplacer». Bon, ça marche pas comme ça dans la vraie vie, hein, parce qu'on peut pas remplacer une personne par une autre, mais dans l'inconscient familial, il y a un trauma qu'on essaye de résoudre. Ouais, un vide qu'on comble. Voilà. Est-ce que tu penses qu'en changeant les prénoms, ça peut impacter le cours des choses? Tu vois? Par exemple, si on se rend compte qu'on a hérité d'un prénom et que, tu vois, on a des problèmes, est-ce que si on change de prénom, tu vois, par exemple, moi, à titre personnel, mon prénom, c'est Clairvy et je me suis rajoutée Clairvy Rose, c'était mon identité. Est-ce que finalement, si tu changes de prénom comme ça peut changer un peu le cours des choses? Alors, moi, je pense pas qu'on puisse échapper à son inconscient familial. Moi, j'avais une amie, par exemple, ça fait très longtemps que je la connais, bah, c'est celle qui a fait mon site, tout au début, et quand elle a eu sa fille, elle m'a dit: «Bon, j'ai cherché dans l'arbre, je voulais pas donner un prénom qui était déjà dans ma famille, donc j'ai cherché, j'ai trouvé, ça y est, j'ai le bon prénom». Bon, très bien. Et 3 semaines après la naissance de sa fille, donc elle lui avait donné son prénom, elle m'a dit: «Oh!» Elle m'appelle catastrophée, elle me dit: «Ah, en fait, je me suis rendue compte que le prénom de ma fille, c'était le deuxième prénom de ma grand-mère». Bah, je lui dis: «Oui, mais en même temps, c'est normal. Parce qu'on n'échappe pas, on fait partie de ce système-là et on est dans le système». Mais après, on peut prendre conscience, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'en échapper, on a juste besoin de prendre conscience des choses et de dire: «Ah bah, OK, je suis en lien avec ma grand-mère. C'est quoi mon lien avec ma grand-mère? Qu'est-ce que je veux garder d'elle et qu'est-ce que je veux pas garder?» Il y a des choses super de ma grand-mère, elle faisait des merveilleuses, tartes aux pommes, par exemple, mais par contre, elle était toujours triste, et cette tristesse-là, je la veux pas. Et donc on peut agir en conscience. Ouais, il faut dire les choses. Et alors peut-être pour revenir à ta reconversion, parce que c'est vrai que moi c'est un sujet qui m'intéresse, donc je pourrais en parler longtemps. Mais pour revenir à ta reconversion, donc c'est tu dis que tu as eu de la chance au début pour trouver des clients, ça prend un peu de temps pour trouver des clients? Surtout j'imagine que psy, c'est quand même pas mal de bouche à oreille. Si on veut se lancer comme psy, tu vois combien de temps à peu près ça met avant de se faire un peu ses clients? Bah, alors, moi, la chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai terminé, les FAPO, en fait, on a eu un module d'installation qui durait, que les 6 derniers mois de la formation, c'était comment on s'installe, et le directeur, de l'école, à chaque fois, il demandait: «Bon, vous avez combien de, consultants?» et cetera, et moi, j'en avais toujours beaucoup plus que les autres, et il a dit: «Bah, Caroline, je sais pas pourquoi, mais elle a une évolution qui est beaucoup plus rapide». Mais moi, je pense que parce que j'ai été alignée, et aussi, parce que moi, je voulais absolument faire de la psychologie et de la psychogénéalogie, et tout le monde me disait: «Ouais, la psychogénéalogie, c'est une branche de la psychologie, tu vas jamais trouver personne, pour faire ça». Et je dis: «Mais moi, c'est ça qui me passionne, en fait, c'est ça qui m'intéresse, d'aller tirer des fils».
Donc je pense que j'étais alignée à ce que je devais faire et après j'ai fait, si tu veux, je me suis installée à Toulouse dans un cabinet. J'ai été voir les médecins autour, où il y avait des médecins, ça m'a pas apporté beaucoup de clientèle, mais ça m'a appris à me présenter. Ça, c'était bien parce que ça m'a donné de la légitimité parce qu'ils me posaient comme question: «Alors, quel genre de personne on peut vous envoyer? Pour quelle problématique?» Et moi, ça m'a obligée à réfléchir et à, à, mmh, à avoir un meilleur discours qui soit plus cohérent. Ensuite ouais, après j'ai fait des salons où je déposais des cartes, où j'avais, et puis après j'ai commencé à faire des conférences. En 2018, j'ai rencontré Marine, avec qui j'ai fait les ciné-débats sur, la psychogénéalogie et ça m'a fait beaucoup connaître. Et après c'est petit à petit et moi tu vois quand au début tu as pas beaucoup de clientèle et bah, tu peux, aller mettre des flyers dans les boîtes aux lettres ou tu peux, faire ton site internet, tu peux faire d'autres choses qui sont aussi, importantes. Maintenant, je fais beaucoup moins par rapport à la clientèle parce que ça va. J'ai moins besoin d'aller chercher des clients à l'extérieur, mais je fais d'autres choses. Et après on peut bien gagner sa vie en tant que psy? Comment c'est un petit peu, tu peux nous donner peut-être une indication, de salaire, si c'est un métier où on gagne bien? Alors, oui, moi je gagne assez pour vivre, c'est tout ce qui m'intéresse. Après, il faut faire attention, au niveau, de la fatigue psychologique parce que, Tu peux pas enchaîner tu peux pas tu enchaîner, peux ouais. pas enchaîner et puis aussi, les gens quand ils arrivent avec une problématique familiale, des fois c'est hyper lourd, hein. Des fois c'est plus une fatigue psychologique que physique. Mais moi, je me souviens une fois, j'avais fait une grosse journée à Toulouse et quand j'ai repris le métro pour rentrer, alors que j'avais été assise toute la journée, je me suis dit: «Mais si je m'assois pas dans le métro là, je tourne de l'œil, quoi». Parce qu'en fait, j'avais pris beaucoup trop de charges. Les gens, ils arrivent avec leurs émotions, ils arrivent avec des fois des deuils non faits, des choses difficiles et si toi, tu te protèges pas, tu fais pas attention à toi, et bah, ouais, et moi, je me rends bien compte que quand ma faculté d'écoute, elle diminue, hop, je me mets en vacances tout de suite. Parce que j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de faire attention à moi et d'être pour, garder un maximum de disponibilité. Mmh. Oui, on dit souvent qu'on dépose ses valises un peu, ses sacs, lourds, chez son psy, donc toi tu tu es avec toutes les valises et les sacs lourds de tout le monde. Et comment tu fais justement un peu pour, tu vois, libérer ça? Parce que finalement après tu peux est-ce que même sur ton temps off, des fois tu te dis: «Ah j'espère que cette personne elle va bien», tu vois? Tu as ce truc-là où tu arrives un peu à séparer le pro et le perso? J'ai une patiente, sa petite fille, elle a eu un cancer quand elle était toute petite et j'ai prié beaucoup pour elle parce que j'étais tellement triste de cette histoire et j'ai pas su ce qui allait se passer, mais je saurai en janvier parce qu'elle revient en janvier me voir, et bon, je pense que sa fille va bien, mais voilà, il y a des histoires qui me touchent comme ça pour des quand ça concerne des enfants, par exemple, et après j'essaye de je m'implique quand je suis en séance, mais après j'essaye aussi d'aller me promener dans mon jardin, de faire des choses, d'aller nager beaucoup, d'aller marcher dans la nature pour pouvoir un peu m'aérer parce que j'ai besoin et d'un autre côté, c'est vraiment passionnant parce que les gens sont sincères. Un arbre, c'est toujours passionnant, des histoires de famille, mais des fois, la réalité dépasse la fiction vraiment et ils racontent de ces choses. C'est vraiment hyper intéressant mon métier. C'est des conversations profondes. Moi, j'ai un petit côté hypersensible aussi et heu et donc j'aime bien, quand les gens racontent des choses profondes, ça m'intéresse en fait. Je trouve que c'est intéressant. C'est un endroit où ils peuvent déposer des choses, ils peuvent parler, avec sincérité. Quand ils ont des émotions, moi j'accueille leurs émotions, je suis contente. On me dit: «Ouais, mais alors tu vois que des gens pleurer, en colère toute la journée». Mais moi quand, ils pleurent ou quand ils sont tristes ou quand ils peuvent déposer quelque chose, pour moi c'est, OK, on a avancé. Vous avez déposé des choses, moi après hop, je prends de la sauge, je nettoie mon cabinet et voilà, on en parle. Comment tu fais justement quand tu as des personnes comme ça qui s'effondrent pour, parce que ça se voit que tu es quelqu'un de généreuse, sensible, chaleureuse, empathique. Comment tu fais justement toi pour pas t'effondrer avec tes patients? Ben, je sais pas, ça m'effondre pas moi en fait. Quand quand ils sont tristes ou quand il se passe quelque chose, moi je suis juste là à côté d'eux. Je ne peux rien faire pour eux. Je peux juste être là pour eux et leur dire: «Ben,
de quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin d'une couverture, pour être, dans un cocon? Est-ce que tu as besoin de parler de quelque chose? Est-ce que tu as besoin qu'on éclaircisse quelque chose? Est-ce que tu as besoin de parler avec quelqu'un? Est-ce que tu veux que je t'aide à préparer? Une fois, j'ai un homme que je voyais depuis longtemps, il avait eu une fille, en étant très, très jeune. Il avait rien dit à personne et un jour, il a retrouvé sa fille et il osait pas dire à sa future femme, il devait se marier, il osait pas dire à sa future femme qu'il avait une fille et donc je lui à chaque fois, je lui disais: «Bon alors, vous lui en avez parlé?» «Non, non, j'arrive pas». Donc en séance, je lui dis: «Bah, vous pourriez lui dire ça, vous pourriez lui dire ça». Et puis, un jour, je lui ai dit: «Bah, si vous voulez, faites venir votre compagne». Et puis on a fait ça ensemble en séance. Et après, parce que lui, il voulait pas se marier tant qu'il avait pas dit, ce que je peux comprendre en même temps, mais il m'a dit: «Mais j'arrive pas». Et voilà. Et quand on peut faire ça, je trouve ça vraiment, Oui, parce que tu changes des cours de vie. ouais, c'est une grande chance. Il y a une autre femme aussi, elle m'a dit un jour, «Écoutez, mon père est en phase terminale de cancer, à l'hôpital et personne n'arrive à comprendre, pourquoi il meurt pas, il mange plus, il parle plus, il est dans son lit, il souffre et personne ne peut faire en sorte, qu'il puisse passer de l'autre côté tranquillement en étant apaisé». Et je lui dis: «Mais, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'histoire de votre grand-père?» Elle me dit: «Mais pourquoi mon grand-père?» Parce que je lui dis: «Il est juste au-dessus de votre père, donc on va aller regarder votre grand-père». Et elle m'a dit: «Ah, mon grand-père, il a une trahison amoureuse, donc il est très en colère et cetera». Bon, beh, je lui dis: «Voilà, c'est ça, on n'a pas besoin d'aller plus loin». Je lui dis: «Allez voir, et rentrez chez vous, écrivez une lettre à votre grand-père en lui disant: "S'il te plaît, ta colère, elle doit pas être sur les épaules de ton fils. Alors, si tu veux, peux bien la récupérer et la jeter dans l'univers pour qu'elle se transforme en amour, inconditionnel", par exemple. Et remerciez votre grand-père. Dites-lui que vous êtes fiers d'être sa petite fille. Après, vous allez voir votre père et vous lui dites: "Tu es pas obligé de porter la colère de ton père"». Bon, bah, elle a fait ça et moi, j'avais pas de nouvelles et au bout de 2 mois, elle m'envoie un message et elle me dit: «En fait, en rentrant, j'ai écrit la lettre à mon grand-père, j'ai été voir mon père. Le lendemain, mon père était apaisé, il a parlé à ma mère. Le surlendemain, il est tombé dans le coma, 10 jours après, il était mort». Elle m'a dit que c'était un peu brutal parce que c'était très rapide, mais en même temps, ça nous a tous soulagés, quoi. Et oui, et quand on peut faire ça, quand on trouve le grain de sable dans le rouage, c'est, Ouais, c'est la pièce du puzzle un petit peu. voilà, c'est ça. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'essayer d'alléger, en fait. Et est-ce qu'on peut te faire tu fais des consultations en visio aussi pour les auditeurs qui voudraient, ouais. Consultation en visio depuis, le covid. Parce que je devais aller voir quelqu'un, enfin, je devais aller à mon cabinet et puis il y a une personne, elle m'a dit: «Mais vous faites pas en visio?» Bah, je lui dis: «J'ai jamais fait» et maintenant je fais en visio. J'ai fait avec la Nouvelle-Zélande, j'ai fait avec le Portugal. Et ça se passe bien, visio? Tu arrives à avoir les mêmes, enfin Alors on les travaille pas pareil, je leur fais faire leur arbre et après ils me l'envoient. Mais oui, j'ai eu des fois, des personnes que j'ai jamais vues physiquement, que j'ai eues que en visio. Oui, je fais en visio et je fais aussi des ateliers, dans le Tarn où c'est des ateliers qui commencent en septembre et qui font toute l'année. Donc c'est 10 ateliers et on travaille à chaque fois un thème. Une fois on travaille, le couple, une fois on travaille la naissance, une fois on travaille l'argent, la sphère, professionnelle, une fois on travaille les deuils non faits et donc on fait tout un petit chemin, tout au long de l'année. Et sinon j'ai des petits ateliers qui sont, par exemple l'argent, le masculin, le féminin et je fais des constellations familiales aussi. Ah ouais, super intéressant. Tes ateliers, tu les fais en ligne aussi ou c'est Non, pour qu'en l'instant j'ai fait qu'en présentiel parce que c'est quand même bien en présentiel aussi, de pouvoir s'appuyer sur le groupe, de voir un peu les résonances. Bon, on pourrait aussi le voir, en visio, mais moi je trouve que c'est plus intéressant, oui, tu aimes bien le contact ouais, humain. j'aime bien le contact. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Un conseil, peu importe sur la reconversion ou sur, la psychogénéalogie, heu, que tu aurais envie de partager aux auditeurs? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que déjà il faut croire en sa bonne étoile. Ça c'est a assez important parce que moi il y a plein de fois où on m'a dit: «Bah non, ne fais pas ça, ne fais pas ça» et en fait, finalement, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Ne pas se décourager, des fois on doute, c'est normal de douter parce que quand on est dans une phase de changement, on peut avoir des doutes, on peut être, envahi de peur, c'est normal.
Une reconversion, c'est une grande mutation, donc il faut prendre le temps de la faire, hein. Ça se fait pas en 1 an, ça se fait des fois en 3-4 ans, donc ça, c'est important. Il faut être bien entouré, par sa famille, mais aussi par des experts. Moi, j'ai des experts autour de moi. J'ai quelqu'un qui s'occupe de ma com, j'ai quelqu'un qui m'aide dans, la bonne marche de mon entreprise parce que je ne connais pas tout sur tout, donc d'avoir des experts, c'est bien. Et le fait, par exemple, d'avoir investi sur un site dès le départ fait que, la réalisatrice du film m'a contactée parce qu'elle a trouvé que mon site était très professionnel. Donc ça m'a bien aidée aussi. Et il faut s'appuyer sur ses ressources personnelles. Si, par exemple, tu es créatif, que tu sois, pâtissière ou que tu sois avocate, tu seras toujours créative. Si tu es organisée, tu seras toujours organisée. Donc on a toujours des ressources qu'on doit utiliser, en fait. Et c'est ça qui est important. Et alors, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses que les reconversions, parce qu'il y a beaucoup de reconversions en ce moment, c'est justement un peu des ruptures dans les arbres familiales? Tu vois, est-ce qu'il y a un écho qui peut se passer entre des reconversions, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après? Est-ce qu'on est en train de fermer des cycles justement quand on se reconvertit? Alors, ce que je dis souvent, c'est qu'on répare dans le social ce qui s'est mal passé dans le familial. C'est-à-dire que, on va chercher dans le travail quelque chose de notre famille qui s'est mal passé. Ça peut être, par exemple, moi j'avais une femme, un jour elle est venue me voir et elle vendait des robes de mariée. Je lui dis: «Mais pourquoi vous vendez des robes de mariée?» Elle me dit: «Mais c'est pas les robes de mariée qui m'intéressent, c'est tout l'émotionnel autour. Quand les femmes viennent essayer les robes avec leur mère et tout, il se passe toujours des choses et moi c'est ça qui m'intéresse». Et quand on arrivait dans son arbre, il y avait plein de mariages qui s'étaient pas bien passés et évidemment elle voulait se marier en 2020 ou 2021. Évidemment, elle a pas pu. Ah bah oui, mais en même temps, dans votre art, c'est déjà comme ça, donc vous êtes eu que la suite logique. Et j'avais une femme aussi, elle avait, créé un magasin de, tu sais, tous les produits pour les enfants, les biberons, les choses comme ça. Et en fait, on s'était rendu compte dans son arbre que sa grand-mère maternelle avait dû, quitter, son Alsace, natale avec, elle était enceinte de 6 mois, je crois, avec un bébé de 2 ans et qu'elle avait dû parcourir, la France, sans pouvoir s'occuper bien de ses enfants et qu'on s'était rendu compte qu'elle avait gardé son magasin le même temps que sa grand-mère avait été en errance en France. C'était intéressant quand même. Moi, je trouve ça super intéressant. Et est-ce que tu penses que justement quand on se reconvertit, on brise aussi des schémas de répétition puisque on se choisit enfin finalement? Oui et puis, moi, je pense, si tu veux, que quand on est jeune et qu'on choisit un métier, on est un peu, impacté par notre éducation. À 20 ans, on a plutôt les valeurs de nos parents. Et puis au fur et à mesure qu'on vieillit, il y a des valeurs qu'on lâche et il y a des valeurs qu'on aime bien, qui nous plaisent et donc notre personnalité se construit et après on peut choisir notre métier qui est vraiment notre métier. Et pareil au niveau de l'inconscient familial. Quand tu as 20 ans, tu es un peu agi par ton inconscient familial. Par exemple, si, ton père voulait être ingénieur, il a pas réussi à être ingénieur, bah, toi tu vas être ingénieur pour faire plaisir à papa. Pas forcément ce que tu as envie de faire, mais tu es encore impacté par ton inconscient familial et plus tu grandis, plus tu prends ton essor dans ta vie et plus tu peux changer et faire vraiment ce que tu as envie de faire. C'est pour ça qu'il y a des reconversions. Puis maintenant, on a des périodes de vie, une carrière qui sont beaucoup plus longues, donc on change plus souvent de métier, en fait. Mmh. Oui, je pense que c'est aussi une façon un peu de réparer finalement, et de se choisir enfin. Donc je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu ton approche entre les 2 parce qu'il y a quand même un gros impact psychologique, je trouve, quand on se reconvertit. Oui, c'est vrai. C'est vrai que mais en même temps, c'est un beau chemin d'évolution, hein. Moi, je ne regrette pas, même s'il y a des fois, il y a des moments où on doute, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui changent à l'intérieur de nous. Nos amis aussi, c'est intéressant de regarder quels amis tu as parce que tes amis parlent de toi, de qui tu es. Ça, c'est intéressant et aussi, tu vas rentrer dans un autre monde. Moi, je connaissais pas du tout le monde de la psychologie et donc c'est complètement différent que le monde du commerce international. Donc ça enrichit aussi ta sphère, quoi. Oui, 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 c'est un changement de toutes les sphères. Un grand merci Caroline, donc je mettrai, le lien de tes réseaux pour, les auditeurs qui voudraient, te suivre et puis pourquoi pas faire, une consultation avec toi. Merci beaucoup pour, tout ce que tu as partagé. Merci. Alors moi, je voudrais juste dire, pour terminer, déjà, je voudrais te remercier, Clairvy, pour m'avoir donné l'opportunité de parler de la psychogénéalogie et moi, ce que je voudrais faire maintenant, c'est transmettre à des thérapeutes
l'approche transgénérationnelle ou à des personnes qui veulent en apprendre plus sur leur famille et aussi faire des ciné-débats par rapport à faire connaître la psychogénéalogie un peu partout. C'est ça un peu mon leitmotiv maintenant. Donc, tu aimerais bien former des personnes qui voudraient aussi devenir psychogénéalogistes? Ça m'intéresserait bien, ouais. Bon, peut-être des auditeurs qui voudraient se reconvertir là-dedans, du coup, qu'ils n'hésitent pas à te contacter. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ton écoute. Et c'est vraiment super ton podcast. Moi, je pense que je vais aussi m'en servir dans mes consultations parce qu'il y a pas mal de gens qui se reconvertissent. Et je pense qu'il y a plein de bonnes idées dans les questions que tu poses, dans les réponses que tu as. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc, grand merci. Merci beaucoup, Caroline. Moi aussi, c'était un super moment. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.